Alors Jacques, est-ce que tu peux te présenter brièvement en nous racontant l'histoire entre ce quartier et ta vie? Oh, ça fait beaucoup. Bon, ouais, je vais essayer. Euh, alors, comme je suis dans ce quartier, il faut que je commence à raconter un peu, mais rapidement. On est, la famille est dans le quartier depuis à peu près 1820 par là. Une partie, côté paternel, était arrivée des Basses-Pyrénées, et du côté des Basses-Pyrénées et de Dordogne, et du côté maternel, ma mère était française, mais elle était née à Barcelone. Parce que probablement son grand-père avait, j'en suis pas très sûr de ça, mais j'ai vraiment de chance pour que ce soit vrai, était parti ils étaient de Rouen et ils étaient partis après la commune. Parce qu'il avait dû avoir une opposition qui ne plaisait plus après au régime. Et puis alors après, bon, mes arrière-grands-parents ont monté ici, on est dans le local qui était autrefois une confiserie. Là, la partie où on est, c'était le magasin. La partie là où il y a mon bureau, c'était l'arrière-boutique. Et au fond, la partie qui est vitrée, c'était les sucres cuits. Et au fond, la partie qui est recouverte par la pantille était une chocolaterie. C'est ce qui fait que je suis né dans le chocolat. Et j'en ai beaucoup mangé. Et j'en mange toujours beaucoup. Alors, je suis né Cours de la Marne, donc tout près de là. Ma grand-mère paternelle habitait Place des Capucins, et dans cet immeuble, il y avait habitait le cousin Germain, la cousine Germaine de mon père, qui était plus là de la branche Peluchonneau. Tout ça remonte assez loin, hein. Entre autres en haut, vous l'avez dû le voir déjà, il y a un tableau de cette arrière-tante dont le mari s'occupait du désarmement des bateaux de la Royale à Bordeaux, c'était quelle paludate. Et quand ils étaient réparés, on les envoyait après là au Vivre se charger pour les voyages. Donc moi je suis le cours de la Marne, j'ai vécu dans ce quartier. J'ai appris à lire dans une petite école qui était tenue par des bonnes sœurs. Après, quand je suis rentré en sixième, mon père a voulu que j'aille à Saint-Genès où il avait été élève. Moi, j'aurais préféré aller au lycée, mais enfin bon, le père avait la priorité. Et j'étais là. J'ai fait des études, mais c'était au moment de. Je suis rentré en sixième en 39 ou en 38. Et après, il y a eu la guerre et tous les jeunes professeurs n'étaient plus là. Ce qui fait que j'ai eu des professeurs qui étaient de braves gens, mais qui n'étaient pas quand même très très forts. Bon, après, bon, j'ai fait des études diverses et variées, surtout en histoire et en art. Puis je continuais toute ma vie à essayer d'apprendre un maximum de choses. Et c'est là que j'ai fait, quand ton père était lui au Bredar, c'est là que j'ai fait la connaissance avec lui. Et avec lequel on a bien rigolé avec ton père. Sérieusement. Et, Et puis après, j'ai travaillé des différentes choses. J'ai travaillé un moment pour le comité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale, mais j'ai travaillé en freelance et un peu en dilettante. Et puis après, cet organisme a été intégré au CNRS. Le directeur est mort, et puis bon, moi, on m'a plus rien demandé. Bon. tu as eu l'occasion de te renseigner énormément sur le quartier avant, Oui, avant de parce que le quartier, également, pendant la guerre, alors là je vais reprendre après pour le quartier. Je continue un peu d'expliquer sur Mhm. moi. Ouais. Et puis après j'ai travaillé chez une boîte de design où il y a d'échantillonnage ici, qui était Claude International France. Je m'occupais de toute la partie sud de la France au point de vue commercial. Et puis après j'ai pris ma retraite. Voilà, et depuis je peins et je lis et je relis. D'accord. Alors le quartier, quand j'ai commencé euh, à réaliser certaines choses, bien qu'enfant, à voir tout ça, à circuler, j'étais dans ce quartier où il y avait quand même plutôt une population, il y avait des petits voyous, et sous la halle des Capucins,
moi qui étais fils de petit bourgeois et qui allait au collège Saint-Genès, je connaissais tous les petits voyous, je connaissais aussi tout le répertoire grossier des Capucins, ce qui m'a valu un jour une algarade avec une marchande de 14-16 ans, qui au bout d'un moment m'a dit « Oh, mais toi, tu es du quartier !» Alors, on arrête. Et puis, alors j'ai vu tout un tas d'aspects, il y avait encore des traces du 19e siècle. Il y en avait même pas mal de traces du 19e siècle. Et puis après le quartier a été, bien avant d'ailleurs, il est venu beaucoup d'Espagnols au moment des guerres carlistes vers 1830-1840. Et après ça a continué et ça s'est surtout beaucoup développé en 1939 avec la fin de la guerre d'Espagne, avec tous les gens qui sont revenus de là-bas et qui ont trouvé des places dans le quartier et qui était devenu un quartier, il y avait une partie qui était vraiment espagnole. C'était au bout du cours de la Marne, la rue Kléber, la rue La Fontaine, toutes ces rues c'était espagnol. Quand on rentrait là, on entrait vers l'espagnol, puisqu'il y avait une histoire célèbre dans le quartier. C'était un monsieur qui cherche monsieur Dupont, et il ne le trouve pas, et il demande à un espagnol, vous ne savez pas où habite monsieur Dupont? Ah non, lui dit l'autre, il ne sait pas, mais il va demander à Carlos. Alors il appelle Carlos et il y a tout connaît monsieur Dupont. Ah, l'étranger, il dit l'autre. Oui, oui, il habite là. C'était donc très, très, très espagnol. Et il s'était très, très bien amalgamé. Et puis après, il y a eu la guerre. Alors là, on a eu les Allemands qui s'étaient infiltrés à Bordeaux. Et ça se passait moins bien avec eux. Mais on n'a pas quand même tellement souffert de... Quoi qu'il y a eu quand même des fusillés à Souges et tout ça. Mais on n'a pas été... Il y a eu des pays, des régions et des villes qui ont été beaucoup plus malheureuses que nous. Et puis après il y a eu la libération, et après la libération, il est arrivé beaucoup de Portugais, d'autres Espagnols qui étaient arrivés en 1939, et après la libération, pas mal de Portugais. Et puis après ça a été l'Algérie, puis beaucoup de Marocains sont arrivés depuis une vingtaine d'années. Il y a peu de Tunisiens, je ne connais même pas de Tunisiens dans le quartier. Mais ce sont des gens c'était des commerçants. Tous, et ils ont repris des petits commerces, comme il existe dans ces pays du Maghreb, ça c'est un peu du bazar, on trouve un peu de tout chez eux. Ils se sont mis amalgamés à nous, et en principe, les gens du quartier se sont aussi ils ont bien accepté. Alors que des gens qui n'étaient pas vraiment du quartier, mais qui venaient parce que ça va changer, il va y avoir des travaux, ça c'est un peu le coup de Saint-Pierre, les aimaient moins. Mais après, il s'est produit une fusion vraiment amicale même. D'ailleurs, Jean a été témoin, il est venu chez moi l'autre jour, il attendait à la porte que son père arrive. Et quand je suis sorti pour le rouvrir, ça a été des exclamations. Ah, voisin, voilà le prophète, comment tu vas, la santé. Et on n'a pas à se plaindre. À un moment, il y avait pas mal de voyous, quand même, c'est des voyous, il y a Saint-Michel, mais ça a disparu. Mais il y a toujours quand même un commerce assez important de drogue. Ouais. Mais on ne peut pas dire que ce sont des caïds, des petits revendeurs et qui ne sont pas, désagréables dans le fond. Et, enfin, je sais que moi je suis très bien dans ce quartier. Voilà. Comment je pourrais aborder le quartier, ce que j'ai fait dans le quartier moi, et puis ce qui deviendra à présent, il commence à se bobotiner un peu, mais pas trop. Parce qu'il n'y a pas quand même les beaux appartements qu'il y avait dans Saint-Pierre, mais il y a de beaux appartements. Et puis, c'est pas encore bien la mode. Et je préférerais que cette mode ne devienne pas. Parce qu'on vit mieux dans ce quartier que l'on ne vit à Saint-Pierre. Je crois qu'on commence à être envahi sur chaque trottoir. Dès qu'il y a un petit bout, il y a 2 chaises et une table. Les commerces qui s'implantent de plus en plus. Des commerces qui s'implantent de plus en plus. Oui.
Pour revenir au quartier des Capucins de Saint-Michel, comme tu as grandi ici, tu disais que tu avais vu des résurgences du 19e siècle au niveau Oui. architectural ou même au niveau Ah oui, architectural, il y complexe. avait beaucoup de magasins qui dataient parce que moi je suis né en 27, alors tu vois, ça se situe entre 30, mes souvenirs bien précis, entre 30 et aujourd'hui, mais enfin entre 30 et l'arrivée de la guerre, il y avait beaucoup encore. D'abord, il y avait les gens comme ma grand-mère elle était née en 70, je crois 1870. Alors elle était du 19e siècle. Mon père, mon cousin était né tout à fait à la fin du 19e, mais ils étaient encore, il y avait plein d'usages. Par exemple, le magasin ici, il y avait, quand on a mis l'électricité, il y avait un éclairage au gaz, mais que l'on n'avait pas supprimé. Ce qui fait qu'en 40, quand il y avait des coupures d'électricité, on allumait l'allumage au gaz. C'est toujours Tu présent. vois, c'était quelque chose qui était quand même il n'y en avait pas beaucoup qui étaient encore comme ça, mais ici on avait toujours cette allumage. Ouais, c'était très curieux. Euh, Tu revenais, tu faisais ça en arrière. Mhm. Et puis il y avait encore tous les transports étaient assurés par des charrettes qui arrivaient des usines ou qui arrivaient au moment de, de l'artichaut, qui arrivait de Marco, qui arrivait du port où les artichauts arrivaient par bateau, et ils étaient mis dans des charrettes à artichauts qui étaient typiques Et ensuite ils arrivaient sur la place Saint-Michel, là, sur la place de la Porte-Neuve. Ils arrivaient là et ils étaient déposés en gros tas avec une bâche dessus, et il y avait des parapluies qui avaient les mêmes à la Victoire, des très gros parapluies. À la Victoire, ils abritaient le marché aux fleurs. Et ici, à la Cézanne, ils abritaient les artichauts et ils abritaient également tout un tas de petits commerces qui étaient là et qui étaient des surveillances du 19e siècle. Entre autres, il y avait deux marchandes de soupe qui avaient des charrettes avec des chevaux qui venaient là, qui avaient leur réchaud, qui avaient la soupe qui était préparée, qui la réchauffée. Et les gens qui étaient au marché venaient manger une soupe là, qui mangeaient souvent, ils mangeaient debout, il n'y avait pas de terrasse à ce moment-là. Ils mangeaient debout. Qu'est-ce que tu avais encore d'autre? Tu avais des figures du 19e siècle. Tu avais un monsieur qui s'appelait, alors je ne me rappelle jamais si c'était Adrien ou un autre, il me semble bien que c'était Adrien et qui était, il était vieux, il était encore comme au 19e siècle. C'est-à-dire, je te l'ai raconté déjà, il avait des pantalons qui étaient rayés, blanc et bleu, il me semble. Il avait des ceintures autour du ventre, des ceintures qui étaient rouges. Et il avait, c'était surtout l'été que ça se voyait, il portait des gilets de peau en flanelle qui étaient boutonnés sur le côté gauche et qui, sous les bras, parce qu'il y avait des manches, sous les bras étaient découpés pour l'aération de la sueur. Et c'était un monsieur qui était très gentil, qui avait connu mon père tout petit, tutoyait mon père, tout ça. Et il avait un défaut qui était typique des Capucins à une époque, pour certaines personnes, quand il parlait, entre chaque mot, presque il disait enculé. Et, alors il disait à mon père, oh Henri, que je suis content de te voir enculé, il y a longtemps qu'on ne s'était pas vu. Et puis il y avait aussi des marchandes, il y avait les portanières, qui étaient toutes presque d'origine espagnole, qui portaient sur le dessus de la tête une espèce de couronne faite de chiffon roulé et attaché avec du fil cousu, et qui portaient sur la tête des très grands plateaux, mais qui étaient comme ça. Hein. Pour les gens qui venaient acheter au marché, pour qu'ils aillent les porter à la charrette ou à la voiture, ceux qui venaient en voiture, mais il y avait beaucoup de chevaux. Et alors, au cours de la Marne, devant où on habitait, ils arrivaient la nuit vers 5 heures du matin, et puis là, ils étaient dételés par, je ne me rappelle plus comment il s'appelait, je crois qu'il s'appelait Jean, et sa sœur qui s'appelait Maria, et qui avait derrière le cours de la Marne un serrage, enfin, des écuries où ils amenaient les chevaux pendant que les gens étaient au marché, et, et et alors il faisait du bruit, tout ça, d'autant plus que le frère était sourd et que la sœur gueulait. Et ils étaient très grossiers tous les deux.
Alors il y avait des fois des gens qui étaient à la fenêtre, Maria, ta gueule. Ouais, elle répondait. Et cet endroit-là, c'était le marché, ce qu'on appelait le marché aux bœufs, c'est ça? Non, Non. c'était pas le marché aux bœufs. Le marché aux bœufs, c'était avant. Le marché aux bœufs datait. Le marché aux bœufs a dû partir vers 1800, après la guerre de 70. Et alors après l'exposition universelle de Paris, avec des morceaux de la galerie des machines, on avait fait les Capucins, le marché des Capucins, où il y avait deux parties. Il y avait une partie en venant d'ici, enfin en venant du cours de la Marne, il y avait la partie gauche il y avait beaucoup de mandataires là, de mandataires en gros, parce qu'il y avait le marché de gros et de détail. Et puis de l'autre côté, c'était surtout les marchands qui arrivaient de la campagne, des maraîchers. Et puis il y avait les repasseurs de couteaux qui avaient une espèce de charrette avec une grande roue, une plus petite, et ils pédalaient sur une pédale en bois en aiguisant les couteaux sur la meule. Ça aussi c'était du 19e. Il y avait un type qui vendait de la monnaie. C'est curieux ce métier. Et il était installé au Capucin, alors il ramassait la monnaie qu'il achetait aux gens, et après il faisait des rouleaux, et il y a quelqu'un qui venait lui chercher, par exemple, pour 10 francs de rouleaux de petites pièces. Et alors là-dessus, par rouleau, il devait prélever une pièce. Je ne sais pas comment il se faisait. Je sais qu'il se faisait payer de cette façon, mais il n'avait pas prélevé une pièce du rouleau, il y avait des tarifs, quoi. Et il y avait un type qui était commissionnaire, il y en avait deux commissionnaires. Il avait une chaise accrochée avec une chaîne à un pilier, et sur la chaise, il y avait comme une boîte aux lettres qui était fixée. Et si on avait besoin de faire une course, on allait les trouver, et on mettait un mot, il est passé à telle adresse, on portait un colis à tel endroit. Alors il venait, prenait le colis, puis avec une charrette à bras, ça aussi il y avait les charrettes à bras, c'était toujours du 19e siècle. Ça a duré jusqu'à la guerre pratiquement. Avant la guerre, ça s'était arrêté la charrette à bras. Et là, dans la rue Traversane, il y avait un loueur de charrette à bras. Alors si tu avais besoin, tu allais louer une charrette à bras. Et ici, comme il n'y avait pas d'engin pour livrer les clients, on livrait des fois avec des charrettes à bras. Et mon père a connu, lui, quand il était petit, avant la guerre de 14 et au début de la guerre de 14, il y avait encore une diligence qui partait de la place de la Victoire pour aller à Bazas, pour aller à Bazas. Diligence, et mon père s'en rappelait très bien puisqu'il arrivait de porter des colis pour des clients qui étaient dans la région de Bazas. Et tout ça, tu l'as vécu la diligence, je ne l'ai pas vu. D'accord. La charrette à bras, je l'ai connue, je l'ai même. Et tous ces métiers qui n'existent plus. Ça a complètement disparu, tous ces petits métiers, vendant de la monnaie, le commissaire. Et puis il y avait une figure qui était Yaya, c'était un innocent, il parlait, il disait Yaya tout le temps. Et qui était. C'était un peu comme le fétiche des Capucins, il était bien nourri, je ne sais pas où il couchait, mais il n'était pas dehors, il y avait des gens qui devaient lui donner un coin de couloir ou un truc comme ça. Et d'abord il a eu le pied une fois écrasé par un tramway, et puis après il est mort. Et le jour où il est mort, moi j'étais dans une école qui était rue Leiter, là chez les bonnes sœurs, et dans la journée on entend une espèce de murmure comme s'il y avait la révolution à Bordeaux. Alors l'institutrice regarde à la fenêtre, puis elle dit aux élèves, venez voir. Et c'était l'enterrement de ce Yaya. Et devant le corbillard qui le portait, il y avait 3 corbillards remplis de fleurs, des marchands de tout le monde des Capucins. C'était extraordinaire. Et il y avait une foule énorme. Mais alors, c'était une foule de marchands ou de commerçants des Capucins. Et comme les gens sont très bavards dans le quartier, comme vous pouvez vous en rendre compte d'ailleurs, en m'attendant, il parlait, ensuite de l'enterrement, ça faisait un brouhaha terrible. Et il y a eu un autre qui était un clochard qui était derrière, dans la rue Leiter, derrière la faculté, qui à ce moment-là, celle qui est sur la rue Leiter, l'entrée, c'est la faculté de pharmacie. Et il vivait sur ces marches. Et il y a un écrivain dont je ne me rappelle pas le nom à présent, qui a écrit Machin, Berger des Landes. Et c'était l'histoire de ce bonhomme, qui était bien, qui était gentil, qui était intéressant. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore comme ce truc du 19e?
Il y avait d'autres trucs. Et alors, sous cette halle, quand le marché était fermé, il n'était pas, tout était ouvert, c'était un lieu de passage. Puis il y avait le tramway qui passait au milieu. Et qui passait au milieu, sur la place là, des Capucins, il y avait une espèce d'îlot, parce qu'il passait sur une voie unique. Et arrivé là, non, il arrivait sur une double voie, et arrivé là, il y avait une voie unique pour traverser la rue Clar et s'en aller vers les quais, et alors là, il y avait un aiguillage. Et qu'est-ce que je voulais dire déjà? Oui, alors sous cette halle qui était vide l'après-midi, avec les enfants du quartier, on jouait à des jeux qui étaient typiquement bordelais. D'abord, il y avait le Bertol. Alors, le Bertol, on avait un manche en bois en manche à balai ordinaire, et puis un plus petit, le Bertol était plus petit, il était comme ça grand. Et alors, ça tenait du cricket, du baseball. Et on tapait paf, dans le Bertol, on l'envoyait le plus loin possible. Alors là, il y avait tout un tas de règles, si on l'attrapait au vol, si ça tombait, ce qu'il fallait faire. Puis alors, il y avait des points, c'était compliqué, ça faisait être un jeu anglais, ça. C'était comme au tennis, 15, 45, c'était pas un nœud. Alors là, c'était très compliqué les comptes, et ça donnait lieu à beaucoup de discussions et d'énervement. Alors on jouait à ça, sous cette halle, on jouait à la toupie au cibot, qui est une grosse toupie que l'on lançait avec un fouet et que l'on fouettait après pour la faire tourner. Sous l'endroit, alors je ne sais pas pourquoi il y avait ce distinguo subtil, sous là où il y avait le poisson, c'est-à-dire de l'autre côté des grossistes en viande, là on jouait avec des traîneaux qu'on fabriquait en bois, et comme roue on mettait des roulements à billes, et ça allait vachement bien. Et alors le devant, on pouvait commander comme ça avec les pieds. Alors on s'asseyait dessus, il y en avait un autre qui poussait tant qu'il pouvait derrière. Et puis alors on circulait sur le marché, on faisait des exercices. Et il y avait un autre jeu, il y avait entre les piliers des grandes endorries, des voiles de 3 mois, des voiles immenses, pour quand il faisait froid, pour protéger un peu. Et on pouvait les remonter. Alors il y avait donc des cordes qu'ils amarraient aux piliers. Alors on les déroulait, mais pas jusqu'à ce que la bâche tombe, parce qu'elle était coincée plus haut. On les attrapait et on courait autour du pilier en enroulant la corde, tout ça. Et là, t'arrivais au moment, t'étais collé contre le pilier. Et puis il y avait un autre genre qu'on ne jouait pas sous là, on jouait au bord des trottoirs, qui s'appelait le bab. On y jouait avec des bouchons de bouteilles de bière. Bab, ça veut dire brasserie d'Atlantique Bordeaux. Alors on joue au BAM sur le rebord des trottoirs. Alors les bords de trottoir, il y a des interstices de temps en temps. Alors on partait d'une ligne au départ, on poussait comme ça d'une chicanade le truc. Et alors si on arrivait sur une jonction, on jouait en gagnant une main. Et si on ne jouait pas sur une barre de jonction, on jouait à son tour, tandis que là on jouait ça faisait 2 coups. Et autrement, on jouait, mais alors il y avait une règle, je ne me rappelle pas très bien, où on pouvait gagner un pouce juste en épaisseur. Mais je ne sais pas dans quel cas de figure. Alors ça se joue au bord du trottoir, on avait un genou sur le trottoir sale et l'autre pied dans la rigole. Je ne sais pas s'il n'y avait pas le tout à l'égout. Alors les rigoles, c'était toujours assez dégueulasse. Ouais. Alors ça, c'était les jeux... les jeux au Capucin. Et au Saint-Michel. Typiquement du quartier. D'accord. Alors, quelle est l'histoire du marché des Capucins? À l'origine, il y avait, là où il y a le marché à l'heure actuelle, il y avait la halle aux bestiaux, qui était une halle typique du vieille. Parce que le premier marché était place Fernand Lafargue, et où il y a encore une rue aux herbes. Et il y avait au milieu de ce marché-là, à l'époque, il y avait le pilori. Mais tout ça, c'était au XVIIe. Il y avait le pilori. Et après, alors, on a fait le marché aux bestiaux. C'était des gros piliers de pierre sur lesquels il y avait des piliers en bois, et puis après une charpente de bois couverte de tuiles. Et c'était le marché aux bestiaux. Et là, il y avait, au bout de la rue Clar, ici, il y avait le mur d'enceinte qui passait. Et curieusement, cette rue donnait, en principe, toutes les rues débouchaient sur une porte. Autrement, là, elle cognait sur un grand espace fermé, où il y avait
où le mur faisait un creux en quelque sorte, mais il n'y avait pas de porte. Mais il devait y avoir ce qu'on appelle une barbacane. Une barbacane, c'est une porte pour les piétons. Et alors quand il y a eu des démolitions, on s'est rendu compte que oui, il y en avait eu une porte là. Mais alors je crois que c'est un des classiques de l'histoire de Bordeaux, qui dit qu'il y avait une porte, mais il ne donne aucune référence. Alors on n'a jamais bien su. Mais il y avait tout au moins une poterne, parce qu'il y avait contre les fortifications, à l'extérieur et à l'intérieur, souvent, des immeubles qui étaient contre, et en cas de, s'il y avait eu un siège, ces maisons, on les démolissait d'office. Et les gens qui avaient fait ces maisons savaient qu'on pouvait les démolir. Et alors à ce moment-là, le marché aux bestiaux a été supprimé. Et à la suite de l'exposition de je ne sais plus quelle année à International à Paris, il y avait la Galerie des Machines qui était faite, une architecture à la Eiffel. Je crois qu'Eiffel d'ailleurs, la maison où il travaillait, a collaboré à cette Galerie des Machines. La ville de Bordeaux en a racheté un morceau qui consistait en des toits très pentus et en verrière. Il y en avait un très pentu avec le passage pour le tram, et deux halles aussi, un peu plus basses, à droite et à gauche. Toujours avec des verrières. Alors on a construit ça, mais il y avait une espèce de barrage là, qui existait toujours, et les gens étaient obligés de passer par cette poterne. Quand Louis est arrivé comme intendant à Bordeaux, il a commencé à dégager certains quartiers, et il a dit qu'il faut construire des portes. Et la première porte qu'il a fait construire, après il a fait construire la Victoire, c'est pas dans l'ordre, mais à peu près aux mêmes époques. La Victoire, l'autre... comment elle s'appelle à Gambetta? Dijon. La porte Dijon. La porte Dijon. La porte sur les quais, la porte du port, qui est. Mais la première qu'il a fait construire, c'est la porte ici au Capucin. C'est pour ça qu'on l'appelait la porte neuve. Alors c'était une porte qui avait un passage central et deux guichets. Les guichets, c'est ce qui relie la porte aux immeubles de chaque côté et où il y a un passage pour piétons. Cette porte était très épaisse puisqu'elle faisait 11 mètres d'épaisseur et les guichets étaient aussi très... ça se faisait des couloirs de 11 mètres. Ça devait être dégueulasse, les gens devaient pisser, chier dedans, les gens passent. Et ils étaient dans cette porte, il y avait des appartements de chaque côté. L'appartement était au départ occupé par celui qui percevait les droits d'entrer dans la ville, l'octroi, et de l'autre côté par celui qu'on appelait le maître de la chaîne, parce que la nuit elle était barrée par une chaîne, mais les voitures ne pouvaient plus passer. Mais il y avait l'accès aux piétons par les guichets. Et alors il a fait construire cette porte et ça a légèrement modifié quand on a démoli les guichets, on a démoli les guichets plus tard, et la porte neuve elle-même a été démolie vers 1870 par là. Et au moment de la vente des biens généraux à la fin de la Révolution, ils ont vendu ces deux appartements de droite et de gauche, et il se trouve que un de mes ancêtres du côté de mon père, de ma grand-mère, le père de ma grand-mère paternelle, ils avaient une partie, et l'autre partie était occupée par une autre famille, et il y avait un garçon d'un côté qui s'est marié avec la fille de l'autre. Et c'est comme ça que après ils ont acheté cette maison, et qu'il y avait dans la maison le cousin et la cousine de mon père. Et quand ils ont construit la porte, il y a un côté de la rue qui a été agrandi, ils ont réaligné, et c'est le côté en face. Celle-là, ça fait qu'elle est relativement assez vieille, cette maison, et t'as qu'à voir dans les escaliers les plaques de pierre qui font l'escalier, il y a très très belle en bas, et sur les paliers aussi.
Et alors après, bon, ils ont monté une... Et alors cette porte neuve, après, a été démolie. Et En quelle année? je crois qu'elle a été démolie en 1862. D'accord. Puis- Tu ne l'as jamais connue alors, cette porte? Ah non, je ne l'ai jamais connue. Mon père ne l'avait pas connue non plus, puisqu'il était né en 1898. Mon père m'avait toujours dit, j'ai vu une photo de la porte quand on la démolissait. Quand j'étais petit, chez une amie, chez des gens du quartier. Mais ils ne savaient plus qui c'était ces gens, qui avaient dû disparaître d'ailleurs. Et alors un ami avec mon ami Pierre Vives, qui est décédé, le pauvre, depuis pas mal de temps. Alors ça aussi c'est bien mordelé quand on parle qui est mort, on ajoute toujours le pauvre. C'est typiquement mordelé, c'est le pauvre. Et on s'est dit à la Société d'archéologie, dans les archives, il doit bien y avoir une photo quand même de cette porte. Alors on a réfléchi, on a regardé les archives, et on a vu qu'il y avait un carton d'archives d'un monsieur qui aurait pu, on supposait que lui pourrait peut-être l'avoir. Alors on a sorti le carton du placard où il était depuis que l'on avait. Parce que la Société d'archéologie, à une époque, avait un petit musée dans la porte Caillot, et qui a été déménagé en 1946-47. Alors tout ça, personne n'y touche en plus, ça c'est des archives. Alors on a sorti le carton, on l'a ouvert, la première photo qu'on a trouvée, c'était la photo de la porte neuve que tu as vue. Et alors il passait le tram, comme je vous ai dit, et c'était quand même un obstacle, cette porte. Et alors c'est pour ça que l'on l'a démolie, mais on voit encore, il y a des restes, puisque dans l'immeuble qui fait le coin de la rue du Hamel, quand il a été refait, que l'on a démoli, que l'on a fait des logements HLM derrière, quand on a trouvé les restes derrière de la poterne, tout ça, on a trouvé des canonnières, des trous dans le mur qui étaient faits pour, comme il y avait un décrochement en creux comme ça, les gens qui auraient assailli vers la porte étaient à l'extérieur, et donc les canonnières pouvaient leur tirer dessus. Il devait y en avoir une de l'autre côté, mais là ça a été démoli, quand ça a été démoli, on n'a pas trouvé, je crois, d'affaire. Là il y en avait deux. Il y en a une qui n'a pas pu être conservée, et une autre qui est toujours là, qui a été conservée. Du côté du marché des Douves? Ouais. Et après, le marché des Douves aussi. Le marché des Douves avait été construit avec les restes aussi d'une exposition internationale. Je crois que c'est là qu'il y a beaucoup d'effets, je crois. Et c'était un marché l'autre était un marché... il y avait de tout, il y avait du bon, il y avait du mauvais, il fallait savoir. Et tandis que le marché des Douves, c'était un marché où c'était sélectionné quand même. Il n'y avait que de très très bons commerçants. Plus cher. C'était un marché qui était très chouette, très chouette. C'était plus cher. C'était plus cher, oui. Alors après, ça c'était un marché un peu genre le marché des grands hommes quand ça existait, où il y avait des produits de luxe. Et alors sur la place, ça n'existe plus après, à la place il y a le restaurant universitaire qui est derrière le marché. Là il y avait une rue où il y avait un gros commerçant qui s'appelait, là c'est la maison Lavergne. Alors ils vendaient de la viande, tout ça. Et à l'époque, tous les samedis, les bouchers mettaient, après ça avait la pollution, ils accrochaient dehors des quartiers de bœuf, des moutons, avec des plaques en cuir où il y avait écrit premier prix Bazaz, des trucs comme ça, des cocardes en papier qui piquaient avec un clou, tout ça. Alors chez la Vergne, tu avais des cerfs, des sangliers, des 300 mécas accrochés par le bec. C'était dingue, ça marchait. Ça n'existe plus du tout. En plus des bouchers qu'il y avait en plus au marché des bouchers qu'il y avait Capucins. tout autour, qu'il y avait au marché. Il y avait même une vente aux enchères de viande et de volaille. Avec toutes ces... Alors c'était pas très bon là quand même. Ouais. C'était des trucs qui commençaient à fatiguer. C'était le centre d'approvisionnement un peu de Bordeaux en fait. Ah, c'était le centre. Tout le monde allait au Il Capucins. n'y avait pas de supermarché, il y avait les épiciers de quartier, il y avait les bouchers de quartier, il y avait, mais il n'y avait pas d'autres marchés. D'accord.
Et l'ancien marché des Capucins, où le tram passait donc, il a été détruit à quelle époque? Eh bien, il a été détruit quand on a créé à Paludat le MAM, le marché d'intérêt national. Et il a été démoli à ce moment-là. Alors ça date de entre 65 et 70. D'accord. Il a été, et alors après, c'est une équipe au brochet là juste qui s'en sont occupés. Ils voulaient faire quelque chose qui était beaucoup plus en rapport avec l'ancien marché, c'est-à-dire des toits en pente, mais beaucoup plus haut. Et puis la ville n'a pas voulu tout ça, alors il a été obligé de se restreindre. Donc ils ont fait ce marché parking. Comment? Le marché a disparu. Enfin, le marché qu'il y a maintenant au Capucin. Alors ils l'ont refait. Ils l'ont refait. C'est ce marché-là qu'ils l'ont refait, et puis qui au début a été assez mal, j'étais un peu mal accueilli, ça changeait les habitudes des gens du quartier, et puis ça changeait aussi les habitudes des gens d'autres quartiers qui venaient, parce que c'était, pourtant elles se faisaient des fois tailler les costumes, les dames des beaux quartiers qui venaient là, parce que c'était très, les marchandes étaient quand même, ça n'existe plus ça aussi, ce marché, des marchandes grossières et qui engueulaient les clients. Tu vois, quand il y avait, parce qu'il y avait le marché aussi à la Charrette, dans la rue Gentrac. Non, oui, non. Oui, c'est la rue Gentrac, oui. Et par exemple, là, une fois, j'ai acheté à la Charrette, il n'y a pas tellement longtemps, il y a 25 ans, 30 ans, j'ai acheté à la Charrette des abricots, je me rappelle. Alors je les tâtais, les abricots, pour qu'ils soient mieux. Puis je les mettais dans une poche, puis il y a une dame qui arrive, tout ça, et qui fait la même chose, qui tâte d'autre chose, des fruits. Le marchand lui dit, vous allez me les pourrir, mes fruits, ne les tâtez pas comme ça. Et la dame lui répond, mais ce monsieur, oh lui c'est pas pareil, il est de la famille. Tu vois. Ouais. Et puis il y avait une autre marchande sous l'ancienne halle, quand on était jeunes mariés, ma femme, je l'ai fait connaître tout le monde, puis par mon père, tout ça, elle a connu, puis par ma mère, elle a connu tout le monde, toutes les marchandes dans le quartier. Et lorsqu'elle allait acheter les poissons, elle arrivait au banc de la marchande, qui la voyait arriver, qui regardait sous son banc, et qui faisait des trafics. Puis elle sortait avec une poche, elle pesait. Ah mais ça te fait 12 francs petite. Et alors ma mère payait, elle ne savait pas ce qu'elle avait acheté. C'était toujours des trucs sensationnels. D'accord, c'était les bons. Quand on était les gens du quartier, on était les prioritaires, alors les chouchous. Hein. C'est pour ça qu'on peut appeler aussi ce. Enfin, comment? On dit aussi que ce quartier il est populaire, c'est parce qu'il y a toujours eu une bonne entente entre les riverains, les commerçants, les gens du marché. Et alors, dans tout ça, le marché s'est refait, et il s'est refait, c'est un bon marché après, très très bonne chose, et les commerçants autour sont très très bien. Très très bien. Et ils sont tous très gentils. Moi je suis très content d'être dans ce quartier. Quand je vois certains quartiers à Codéral, les rues qui sont tout le temps vides, quand tu vois quelqu'un, c'est un vieux qui traîne un chien, qui est vieux lui aussi. Ça me rend malade. Oui, parce qu'ici c'est animé, ouais. Surtout le samedi et le dimanche. Il y a toujours, il y a eu dans cette histoire du quartier, il y a toujours eu cette vie, cette animation. Et il n'y a que des témoins d'aujourd'hui. Les gens qui ont vécu longtemps dans le quartier, je crois que je suis le doyen. Il y avait mon copain Vives qui lui avait une fabrique de soufflets de forge dans la rue des Douves à côté là, qui lui aussi savait beaucoup de choses parce que sa famille était arrivée à peu près en même temps que c'était des gens qui migraient depuis eux ils arrivaient du Lot et de la Corrèze, et nous on arrivait de Dordogne et des Basses-Pyrénées. Et puis alors après il y avait beaucoup de gens des Basses-Pyrénées qui sont partis dans les pays d'Amérique du Sud, mais ça c'est une autre histoire. Ouais. Et en ce moment, on dit que le quartier de Saint-Michel et des Capucins commence à se gentrifier. Par rapport à ce que tu as vu, qu'est-ce que tu peux en dire? Oui, encore complètement. Ça a complètement changé.
je te dis, moi, à une époque, quand j'ai commencé à conduire, alors tu vois, j'ai conduit avant d'avoir le permis d'ailleurs. Euh, quand j'ai commencé à conduire, je vais avoir 18 ans, tu vois, tu t'arrêtais où tu voulais. Moi, je me rappelle très bien, une fois, ma mère m'a dit, est-ce que tu peux m'emmener aux Nouvelles Galeries, rue Sainte-Catherine? À ce moment-là, la rue Sainte-Catherine était dans les deux sens et les autos pouvaient passer dans les deux sens. Alors j'ai dit à ma mère, oui. Et en arrivant près de Nouvelles Galeries dans la rue Sainte-Catherine, il y avait deux portes, une qui était plus près de la Victoire et une qui était un peu plus loin, pas beaucoup plus loin. Et je dis à ma mère, à quelle porte tu veux que je t'arrête? Ah mais t'as quand même arrêté à la première. Et devant la première porte, je me suis arrêté avec la voiture. Tu viens de taxi avant, je me suis arrêté devant la voiture. Et ma mère était faire sa course, je ne sais pas si je l'ai attendu. Et tu aurais pu l'attendre. Tu t'arrêtais où tu voulais. Quand j'arrivais en voiture au cours de la Marne, je m'arrêtais où devant, en face de chez moi, c'était une droguerie, et de l'autre côté de l'autre côté, il y avait le cimetière juif, l'ancien cimetière juif, qui a été. Les Allemands en avaient sorti beaucoup de plaques, je ne sais pas ce qu'ils en ont fait, ça devait leur servir pour faire, je ne sais pas. Et puis c'était juif, alors ils détruisaient tout ce qui était juif. Une des caractéristiques d'un quartier ah ben il a été juif, c'était un quartier du port, mais un quartier pauvre du port. Ouais. Alors, d'ailleurs, tu as dans tout le quartier là, de Saint-Michel, tu as la rue des Bouviers, la rue Carpentier, les Charpentiers, tu as plein de rues qui ont des noms de métiers. Ouais. C'était très, très artisanal. Et puis avec les quais comme ils étaient à l'époque, il n'y avait pas de quais, c'était des cales, c'était des pentes douces, tu vois. Alors ils mettaient une planche entre le bateau ou la péniche et le bord, et puis ils passaient sur cette planche qui était comme ça, avec un sac de 50 kilos sur le dos. Et qu'est-ce qui a changé d'autre dans ce quartier? Mais ce qui a changé, ça a changé. Depuis qu'il y a eu les travaux du nouveau marché, ça a un peu changé à ce moment-là, et ça a encore plus changé depuis qu'ils ont fait tous ces travaux dans le quartier Saint-Michel. Avec la place. Alors il y a beaucoup de gens qui ont, au moment des travaux, il y a des gens qui ont été obligés d'abandonner, ils ne travaillaient plus. Et puis il y a eu des appartements à vendre. Les gens se sont rendus compte qu'il y avait de beaux appartements et ça a commencé à acheter. Mais ça n'a pas été quand même une clientèle comme celle de Saint-Pierre, où c'était vraiment ce qu'on appelait à l'époque les bobos, qu'on appelle toujours des bobos d'ailleurs, je crois, qui étaient vraiment des gens qui arrivaient. Parce que c'était un moment aussi où Paris a découvert que la province existait et que l'on pouvait mieux vivre en province qu'à Paris, pour moins cher et dans des appartements plus grands. Et qu'on était près pour aller faire du ski, qu'on était prêt pour aller faire du surf, qu'on n'était pas loin de la campagne, tu vois, qu'on était quand même dans une région bien privilégiée. Alors ça n'a pas été la même clientèle. Et puis il y a beaucoup d'étudiants qui sont arrivés depuis longtemps, ça a toujours été le quartier des facultés, mais il y a eu de plus en plus d'étudiants, dans ces quartiers, il y a eu des appartements qui se louaient pas cher, il y avait de plus en plus d'étudiants. Ayant de plus en plus d'étudiants, il y a de plus en plus de commerces qui se sont remontés, certains ont disparu. Il y avait beaucoup plus de pharmacies, par exemple. À Poisson, il n'y en a plus beaucoup. Il y a celle qui est au coin de Cour de la Marne, une autre qui est là au coin de la rue, là. Alors elle est très vieille, cette pharmacie. Et puis après, vers les quais, il y en avait deux. À Saint-Michel, il n'y en a plus. Il y en a une sur la place. Elle n'existe plus. Ici. Celle qui est au coin de la rue. Celle qui est au coin de la rue des Forts, elle n'existe plus. Non, je crois pas, mais il y en a une sur la place. Celle qui est sur la place au coin de la rue La Plante Rose, ouais. Je croyais qu'elle avait disparu. Non, mais elle y est toujours. Ouais. Ah, ouais. Je croyais qu'elle avait disparu. Donc, puis il y en avait une rue Gaspard Philippe, là, c'est une pizzeria qui est dans ce monté. Alors, ça c'est, oui, un peu, mais quand même. C'est pas comme Saint-Pierre, parce que Saint-Pierre, c'était un quartier qui longtemps a été un quartier vraiment un peu. C'était très. Malfamé. La preuve, c'est que pendant la guerre, c'était interdit aux troupes allemandes, Saint-Pierre. Ouais.
Et il y avait des pancartes à chaque entrée de rue de Saint-Pierre interdit aux troupes d'occupation. Parce qu'il y avait, c'était vraiment le maquis, c'était comme derrière, devant la bourse à Marseille. C'était un quartier, il y avait des maisons closes, il y avait beaucoup de prostituées, il y avait beaucoup de voyous, de gangsters. Et dans cette rue d'ailleurs habitait mon parrain. Et je me souviens d'un soir où on avait été le voir, c'est le frère de ma mère, on avait été le voir. Et il nous ramenait jusqu'aux limites de, si c'était de l'hiver, la nuit, il nous ramenait jusqu'aux limites de Saint-Pierre. Tu vois? Et parce que lui était connu dans le quartier, et puis baraqué comme il était, on ne devrait pas chercher l'histoire. Et alors, un soir, on sortait de chez lui, alors il ouvre la porte le premier, puis ma mère sort avec moi, hop, il nous repousse, et il attendait. Et on ferme la porte, alors ma mère regarde quand même, et à côté, il y avait un bistrot, il y avait un monsieur qui sortait du bistrot à côté, il avait un couteau planté dans le ventre qui tenait à deux mains, et il s'est écroulé dans la rue. Ouais, c'était vraiment un quartier malfamé. Oh, il était mal famé, ce quartier. Et après, quand il y a eu des Américains à Bordeaux, il n'y en a pas eu beaucoup ni pendant longtemps, mais le quartier était interdit à l'armée américaine aussi. Il y avait des pancartes. D'accord. Et à quel moment ce quartier... Mais ce quartier, quand il y a eu la rénovation du quartier Saint-Pierre, que l'on a rénové, que l'on a découvert qu'il y avait de splendides maisons, avec des cours, des appartements très très chouettes, c'est venu à la mode. Là, ça s'est... beaucoup c'est devenu c'était un peu mondain d'habiter là. Et puis il y avait une figure qui était Molinier et qui a apporté beaucoup au quartier parce que les gens, et si Molinier leur disait bonjour, c'était comme si le président de la République était venu leur serrer la main. C'était, oh, je connais bien Molinier, tout ça, tout le monde le connaissait bien évidemment, il était très bavard. Alors ça a commencé à ce moment-là, mais ici ça a commencé. Alors depuis qu'il y a eu tous ces travaux, il y a des magasins qui se remontent, des magasins qui sont même jolis. Et puis il y a il y a toute une population qu'il n'y avait pas avant. Mais c'est une population, c'est pas des bobos, c'est une population, moyenne. Il y a beaucoup d'artistes. Il y a beaucoup qui s'intéressent à l'art. D'accord. Tu vois, là en face, il y a le peintre Sabrier, en face de chez moi. Un peu plus loin, il y a les deux filles, les deux sœurs Dixon qui font de la gravure. Après, il y a Chantal Kiek. T'as Isidore Crapaud qui est rue Machin. Puis il y en a d'autres que j'oublie. Oui. Et puis il y a beaucoup de boutiques qui commencent un peu, mais c'est quand même sans grand succès à essayer de faire des galeries. Mais c'est pas toujours très beau. Puis en fin de compte, à Bordeaux, il n'y en a pas de très Les commerces qui sont là depuis longtemps, issus de... qui sont genre, par exemple épicerie ou boucherie halal, qui tendent à disparaître aussi. Ah oui, il y en a beaucoup, oui. Et est-ce qu'elles tendent à disparaître en ce moment? Pas tellement. Pas tellement. Parce qu'il y en a une très grande là au coin, là. Ah ben les autres là-bas, oui, les autres ils charriaient un peu. Une fois dans les boucheries là, à Saint-Michel, il y a 2 ou 3 ans, on avait trouvé 600 kilos de viande avariée. Ça en fait 600 kilos de viande, oui. Non, mais ils ont de très bonnes choses. Par exemple, cet hiver, il y en a un qui est sur la place là, qui avait des dattes fraîches. Oh, j'en avais jamais mangé, j'ai jamais mangé quelque chose aussi beau. Et après, il n'y en a plus, c'est fini la saison des dattes fraîches. Ils ont de très bonnes choses. Et puis, ils sont très gentils. Oui, il y a toujours une bonne entente dans le quartier. Ah, oui. Il y a des gens qui se plaignent, il n'y a que des Arabes. Bon. Et ça a toujours été comme ça. Quand j'étais là, rue des Menus, un jour, il y avait un copain, Yves Salier, l'architecte, qui vient avec sa femme bouffer avec nous, puis d'autres. Et en sortant, on leur accompagnait, il jouait que c'était une petite voiture, la voiture de sa femme. Je lui dis, t'es pas venu avec ta voiture, il avait une Porsche. Et je peux venir dans ton quartier, il parle comme ça, je vais pas venir dans ton quartier avec ma voiture, non, pour la faire piquer. Et alors, bon, 2 jours après, il me téléphone, hier soir, j'ai été marié chez monsieur Untel, il me dit, à Côte-d'Ivoire.
Tu sais ce qui m'est arrivé? Non, je lui dis, on m'a volé ma voiture. Ouais, comme quoi. Et, parce qu'il y a beaucoup plus de passages ici, les gens se connaissent mieux, donc c'est même limite Ouais. il y a plus de sécurité en quelque sorte. Oui, et C'est puis moins. je parle beaucoup aux gens Hmm. dans la rue, genre, ben, si ça va, tu vois. Même comme ça, tu vois, des fois je vois des gens, ils sont noirs, ils sont café au lait, ils sont blancs, ils sont n'importe quoi. Et ils ont un petit gosse dans la voiture, c'est mignon, les enfants, comme tout. Oh, j'ai qu'il est mignon, et c'est le garçon et la fille. Alors les gens, tu vois, ils parlent, et puis après, bon, c'est du quartier, ils me connaissent. Ouais. Et oui. Je Et parle pas, eux-mêmes. je ne fais pas ça pour qu'ils, comme une vision de sécurité, je Oui, fais ça parce que c'est sincère, quoi. oui, bien sûr. Et eux-mêmes font pareil Et aussi. eux-mêmes Ça, font c'est ça. un peu l'esprit du quartier en fait. Et puis quoi te dire sur ça? Alors là, c'est en cours, il faut attendre, voir Voir ce que comment ça ça va donne. tourner, mais j'espère que ça a l'air de bien tourner. Que ça ne devienne pas comme Saint-Pierre. Comment? Que ça ne devienne pas comme Saint-Pierre. Que ça s'homogénise Voilà. pas avec le reste de Bordeaux. D'accord. Et Très bien. puis, il me pose des questions. Ben, je pense qu'on est bon là. T'étais au bout? Ouais, ouais. Après, quand on reviendra, peut-être que je te poserai des questions un peu plus précises sur certains trucs, du genre Que vous, votre famille, elle est implantée ici depuis... 1820-30. D'accord. Ma famille. Ouais. Ah oui, depuis 1822 ou 1842, je ne m'en rappelle jamais. Parce qu'il y avait la famille Vives qui était installée aussi Au Dédouve. avant, avant ou après nous. Mais je crois qu'il était installé avant nous. Alors c'était peut-être 22 ou 42. Mais j'ai les papiers, mais je. Oh, je vérifie. Alors on avait fait des recherches avec qui s'appelait Vives, qui était presque en face des douves, qui, qui lui avait une fabrique de forge. Alors je l'ai bien connu, je l'aimais beaucoup, on était très amis tous les deux. Et il savait beaucoup de choses, lui, beaucoup. Et ses archives ont été données aux archives municipales, les archives de la maison, tout ça. Il faisait des soufflets de forge et des forges portatives. Et ces forges portatives, ils en vendaient parce qu'ils avaient des plaques pochoirs pour les caisses. Ils avaient des plaques pochoirs, donc ils devaient en envoyer plus d'une pour la construction d'un chemin de fer en Californie. Oui. Et alors, ils sont arrivés à Bordeaux en suivant le chemin de fer qui descendait. Et alors ils sont arrivés, je ne sais pas où ils étaient avant. Ils devaient être dans du côté. Non, Saint-Céré, c'était le père de Jeannette. Je ne sais pas d'où il était son père. Enfin, son père était arrivé comme ça. Et moi, j'avais mon arrière-grand-père paternel qui est arrivé lui aussi quand le chemin de fer descendait. Il est arrivé à Bordeaux, ils se sont fixés à Bordeaux et ils habitaient rue du Noviciat. Et alors mon grand-père, mon arrière-grand-père, je ne sais pas exactement ce qu'il faisait, il devait être ouvrier, peut-être au chemin de fer, il était. Et sa femme, c'est-à-dire mon arrière-grand-mère, elle vendait des bonbons devant la porte de l'église de Sainte-Croix. Voilà. Puis après, ils ont acheté ici, ils ont monté la confiserie, parce qu'ici, il y avait la confiserie, en bas, il y avait le sucre cuit avec un grand marbre, et au fond, c'était le chocolat. Alors, j'ai bouffé du chocolat quand j'étais petit. J'avais un copain qui était le fils de la dame, comme on disait au capitaine, la dame qui garde les momies. Et lui-même était sacristain. Et sa dame tenait. Et alors j'étais copain, c'était pas leur fils, c'était leur neveu. Et alors des fois j'allais le voir. Alors on descendait voir la tante qui était dans les catacombes.
Et alors on connaissait tout par cœur. Ici, un monsieur qui est mort de ça, qui s'est battu en duel, une famille empoisonnée par des champignons, je ne sais pas comment, c'est l'histoire qu'ils avaient inventée. Et puis il y avait aussi le curé, on voit encore toutes les traces des boutons de sa soutane. Est-ce que vous alliez au bain public sur les Saint-Michel? Si. Et vous y alliez? Oui. Non, Ouais. non, au bain public, non. Ok. Mais il y avait dans une des rues qui descend vers les quais, là, alors je ne sais plus laquelle c'est, il y avait un lavoir public, comme on voit dans Zola, pareil. Et alors tous les lavoirs publics avaient à la façade un drapeau tricolore qui était en zin, alors qui avait des plis comme ça. Et alors là, il y avait alors les gens, les dames arrivaient souvent avec des grands trucs, elles portaient même des brouettes avec le linge sale. Et alors elles payaient un droit, après elles pouvaient acheter de l'eau chaude, elles pouvaient acheter du savon, il y avait tout ce qu'il fallait pour nettoyer le linge. Au niveau de l'hygiène, que ce soit public ou non, vous ici, vous aviez une marmite. Comment vous faisiez en fait? Comment ça se passait pour se laver, Ah ben il y avait quand même beaucoup de maisons toutes les maisons avaient l'eau courante à l'époque. Dans les années après la guerre de 14, toutes les maisons avaient l'eau courante, mais il l'avait dans la cuisine. Alors on se lavait beaucoup, pas ici parce que nous à la maison on avait une salle de bain, mais la majorité des gens se lavaient dans la cuisine, à l'évier. Mais il n'y avait pas de douche. Ça n'existait pratiquement pas les douches. Il y avait des baignoires. Alors il y avait des gens qui étaient un peu plus riches que les autres qui avaient des baignoires, mais ils ne s'en servaient pas régulièrement, ils s'en servaient peut-être, je ne sais pas, une fois par mois, un truc comme ça. Et puis après, il y avait des bains de douche qui étaient place de la Victoire. Place de la Victoire, là où il y a, à présent, il y a la poste, et de l'autre côté de la rue, c'était là vous voyez le mur de poste là, qui fait l'angle de la rue, je ne sais plus quoi, Sauteilleron, je crois. Et là, c'était des bains publics.